Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Idée. Aujourd'hui, Idée sera avec Madame Agbo Samé Aïma Chantal, que vous connaissez très bien, une conseillère pédagogique. Et le thème qui l'amène dans cette émission de Idée aujourd'hui, c'est tempérament et éducation. Comment allons-nous comprendre nos enfants? Comment allons-nous encadrer les apprenants à partir de leur tempérament? La connaissance de ce tempérament nous permettra de savoir comment agir devant tel et tel élève ou bien apprenant. Madame Agbo Samé, bonjour. Bonjour, Monsieur Kondo. Voilà, je l'ai annoncé que nous allons parler de tempérament et éducation. Vous êtes une conseillère pédagogique. Est-ce que vous voyez l'importance de parler du tempérament et de l'éducation? Absolument. Il y a une relation entre le tempérament et l'éducation. Lorsqu'il y a une cohérence entre les deux activités, ça marche. Mais quand on laisse de côté le tempérament de l'enfant et qu'on cherche à l'éduquer, on risque de l'abrutir. Alors que lorsqu'on se sert de son tempérament pour agir sur lui, l'enfant développe tout son potentiel et acquiert beaucoup de compétences. C'est là où l'excellence est au rendez-vous. Voilà. Est-ce que vous savez que les gens vous appellent affectivement Madame Tempérament? Oui, il y a certaines personnes qui me racontent, ah madame, c'est vous qui avez parlé de tempérament, effectivement. Voilà. Donc, les gens voudraient connaître davantage l'explication du tempérament. Le tempérament est une prédisposition physiologique ou biologique d'une personne qui lui confère des comportements innés. C'est-à-dire que vous avez votre bébé qui est né, le bébé naît avec tout ce dont il a besoin, qui est inné, la peau, le teint, tout ça. Mais le bébé naît aussi avec des comportements qu'il n'a pas forcément désiré, mais que Dieu lui a conféré. Donc, le tempérament, c'est tous les comportements qui sont innés. Des fois, vous êtes avec quelqu'un, vous lui reprochez la même chose, la personne refait les mêmes erreurs. Dites-vous que c'est lié à son tempérament et il faut qu'il acquiert d'autres comportements pour pouvoir s'en débarrasser. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose qui est fort, indélébile, qui amène l'enfant à agir d'une manière ou d'une autre. Et là où vous êtes, Monsieur Kondo, vous avez un tempérament et ce tempérament vous confère des façons de penser. Vous abordez quelqu'un, la personne pense d'une manière, vous dites, mais comment on peut penser comme ça? C'est lié à sa nature, son tempérament biologique. Cela nous amène à dire que tout le monde a un tempérament, c'est ça? Tout le monde a un tempérament dominant. C'est vrai que des fois, par le tempérament dominant, il y a les tempéraments de ceux qui sont autour de nous, les parents, etc., qui essaient de s'accrocher à notre tempérament dominant que nous appelons tempérament secondaire. Mais quand vous faites l'étude des tempéraments, vous allez constater que vous avez un tempérament bien dominant et très clair. Ou soit, par exemple, vous êtes un extraverti, c'est-à-dire quelqu'un qui est porté vers l'extérieur, qui aime s'exprimer, qui aime faire des actions. Ou soit vous avez un tempérament introverti, c'est-à-dire vous aimez plutôt le calme, vous êtes plus intérieur qu'extérieur et vous préférez être souvent à l'écart de la société pour jouir de votre calme. C'est ce que peut-être des gens appellent timidité, mais ce n'est pas forcément la timidité. Donc, vous venez avec un tempérament et ce tempérament, c'est Dieu qui vous l'a donné. À partir de ce tempérament, vous pouvez faire beaucoup de choses, puiser en vous les qualités et essayer d'agir sur les défauts pour être vivable et pour pouvoir jouir aisément de la vie. Voilà, en tant que conseillère pédagogique, comment pouvons-nous lier tempérament et éducation? Il y a un lien très étroit entre le tempérament et l'éducation. Je vais vous parler de 4 tempéraments. Vous allez comprendre que à chaque tempérament, il faut une stratégie. Quand par exemple, j'ai un enfant qui est introverti et qui est calme, la façon dont je dois l'éduquer ne sera pas la même
que cet enfant-là qui est mobile, qui ne reste pas tranquille. Donc vous comprenez qu'à chaque tempérament, un besoin, à chaque tempérament, un défi, à chaque tempérament, une nature et puis un accompagnement efficace. Je vous disais qu'il y a 4 sortes de tempéraments. Les tempéraments sont découverts par des psychologues depuis la nuit des temps, 400 ans avant Jésus-Christ. Le tempérament dont nous parlons est celui de Hippocrate. Hippocrate a constaté que les personnes agissent différemment à un groupe de personnes, une façon de réagir. Et c'est en ce moment, après des études, des observations, des années de travail, il a déduit qu'il y a 4 sortes de tempéraments: le sanguin, le colérique, le flegmatique et le mélancolique. On va commencer par l'enfant sanguin. Selon Hippocrate, on a des enfants sanguins qui deviennent forcément des adultes. Donc, un enfant sanguin, comment on peut le reconnaître? L'enfant sanguin, au fait, c'est un enfant qui est très agité au-delà de toute mesure. C'est-à-dire que tous les enfants sont agités, tous les enfants sont mobiles. Mais l'enfant sanguin, vous ne le reconnaîtrez pas sa façon d'être très agité. Quand il va descendre l'escalier, il ne peut pas marcher comme tout le monde. Il doit courir, il doit faire ça, il doit faire ci. Il est toujours en activité. Il n'a pas besoin qu'on lui donne du travail. Lui-même, il sait se donner du travail. Et c'est un enfant très bavard. C'est des enfants qui commencent par parler très tôt, déjà à 10 mois. Votre enfant commence par parler, vous êtes content, mais après, vous êtes fatigué de lui parce qu'il pose trop de questions, parce qu'il veut écouter aux portes, parce qu'il veut toujours être à l'affût des informations. Et c'est là où vous comprenez que vous avez un enfant qui parle plus que tous les enfants. Donc, c'est les enfants qui aiment faire beaucoup de choses. À force de faire beaucoup de choses, ils sont distraits. Ils sont distraits partout. Ceci fait qu'ils font beaucoup d'erreurs. Les gens pensent qu'ils sont gauches, c'est-à-dire sur le plan activité, ils sont gauches. C'est les enfants qui cassent les verres, qui font tomber beaucoup de choses. Ils n'ont pas l'équilibre gestuel. Souvent, ils ont des problèmes par rapport à ça, parce qu'à l'école, ce n'est pas facile pour eux. C'est des enfants qui aiment la joie, qui sont très joviels, qui aiment la bonne ambiance. Et quand il y a la bonne ambiance, ils se développent bien. Leur terrain pour leur développement, c'est la bonne ambiance. Quand il y a la bonne ambiance, vous avez un enfant très bien. Mais quand il n'y a pas la bonne ambiance, malheureusement, c'est un enfant qui devient dépressif. Et ce n'est pas intéressant d'avoir un enfant qui tout de suite est en train de rire et après vous le voyez très dépressif. Quand l'enfant commence à grandir et devient adolescent, c'est un enfant qui a beaucoup de problèmes parce qu'ils aiment tellement la popularité, ils aiment tellement se faire voir, ils aiment la vie que cela agit sur leurs relations. Ils aiment avoir beaucoup de relations et ils aiment s'habiller en star. Ça n'étonne pas que votre enfant sanguin, que vous avez vu tout calme, devienne à l'adolescence bizarre, en train de vouloir porter des choses que vous ne voulez pas, de vouloir brader les valeurs pour pouvoir exister. Comme c'est des enfants aussi qui aiment plaire aux autres, c'est-à-dire quand ils sont là, ils aiment plaire à tout le monde, ils ont des problèmes de vice, c'est-à-dire mentir un peu, voler un peu, ils sont souvent dans l'excès. C'est-à-dire, eux, ils ne connaissent pas l'équilibre. Ou soit, ils sont dans l'excès, ou soit ils sont dans le manque. Quand vous les voyez, c'est des gens qui aiment manger, qui écoutent la musique. C'est-à-dire, tout ce qu'ils veulent faire, ils le font avec passion. Ils ont en eux cette fougue, cette passion d'être, cette passion de vivre tout ce qui se trouve autour d'eux. Donc, ça n'étonne pas que, par exemple, ils aillent prendre quelque chose dans le frigidaire sans vous le dire. Ce n'est pas parce qu'ils veulent vous faire du mal, mais cet excès qu'ils ont en eux, c'est-à-dire manger beaucoup, parler beaucoup, ils font tout en excès. C'est des enfants qui ont beaucoup de défis. Le besoin de cet enfant, c'est la communication et le bon environnement, l'environnement convivial, la paix, l'amour. C'est des enfants qui posent beaucoup de questions. Ils ont besoin des réponses.
à leurs questions. Si vous ne leur donnez pas les réponses, ils iront chercher les réponses ailleurs. Quand ils n'ont pas les réponses, ils vont les chercher ailleurs. C'est là où les gens profitent de leur naïveté pour abuser d'eux. Donc, depuis leur enfance, déjà, quand ils vont commencer par parler, quand ils vont vous poser les questions, s'il vous plaît, répondez à leurs questions parce que ça leur est très important, la communication. Et ça leur permet d'avoir confiance en eux et de comprendre qu'ils ont de la valeur. Quand vous ne leur répondez pas, quand vous leur dites allez, vous les renvoyez, ils ne se sentent pas eux-mêmes et ils développent le manque d'estime de soi. Moi, on ne s'intéresse pas à moi, on ne s'occupe pas de moi et mes questions sont là. Je dois aller les chercher dehors. C'est là où ils vont vers les amitiés nocives. Voilà, donc à la maison, c'est ce qu'il faut faire vis-à-vis d'un enfant sanguin. Oui, c'est son besoin. Et lorsqu'il est à l'école? À l'école aussi, c'est le même besoin. C'est l'enfant qui va souvent lever le doigt pour poser des questions. C'est l'enfant qui même lève le doigt, même s'il ne connaît pas. Parce que lui, pour lui parler, c'est tellement sacré que même si je ne connais pas, il faut que je parle parce qu'on a posé une question. Donc, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école ou partout, ils ont besoin de communication. Et les enfants qui viendront se coucher sur vous, ils sont très collants. Se coucher sur vous. Les parents, je parle des parents. Hein, ils sont très collants et vous devez les supporter comme ça et non les rejeter. Vous les verrez toujours avec vous au salon, à la cuisine, en train de tenir, s'ils sont enfants, de tenir votre robe. Ils ont besoin du contact, de la communication. Leur deuxième besoin, c'est une bonne ambiance. Quand vous avez un enfant, pardon les parents, ne vous querellez pas devant cet enfant. Quand vous vous querellez qu'il arrive, s'il vous plaît, faites semblant jouer aux amoureux et après, vous reprenez votre discute. Pour certains enfants, ce n'est pas grave. Même vous êtes en train de se battre, ils viendront vous demander à manger. Mais lui, il ne supporte pas cela. On a vu des enfants même qui ont tenté de se suicider juste parce que les parents se querellent. Ils ne supportent pas les guerres, les querelles. Si vous voulez vraiment qu'il soit excellent, donnez-lui l'occasion de vivre une atmosphère de paix et de convivialité. Un enseignant, un professeur qui a en face de lui des enfants, il doit faire un effort pour pouvoir connaître les différents tempéraments que les enfants ont. Oui, il doit connaître tous les tempéraments et essayer de satisfaire chaque tempérament. Connaître chaque enfant. Quand un enseignant est en face d'un enfant sanguin, il doit comprendre que l'enfant là doit beaucoup bouger. Donc il ne soit pas fatigué de le voir lever le doigt, sortir, revenir. C'est sa nature. Ce qu'il peut faire, c'est l'aider à réguler ses sorties. Lui dire par exemple, oui, tu vas sortir, mais pas dans la récréation. Oui, tu vas sortir, etc. Pour que l'enfant comprenne qu'il est pris en compte. Quand vous êtes devant un enfant sanguin, il a besoin que vous l'aidiez à se concentrer. Il n'arrive pas à se concentrer de nature. Ce qui fait que si vous l'accompagnez, vous allez constater qu'il aura 20 sur 20 en dictée. Il peut avoir 20 sur 20 en calcul mental, mais si vous ne l'aidez pas à se concentrer, vous allez constater que le lendemain, celui-là qui a eu 20 aura 10 parce que ce jour-là, il ne s'est pas concentré, il peut même avoir 2. Donc c'est des enfants qui ont besoin d'être aidés, accompagnés en matière de concentration. Et je crois qu'ils ont besoin de patience dans ce domaine. Et non seulement ils ont besoin de ça, c'est des enfants qui commencent généralement des activités et qui ne l'achèvent pas. C'est-à-dire qu'ils sont tellement distraits qu'ils peuvent commencer un problème, mais juste parce qu'il y a quelqu'un qui bavarde là-bas, il laisse et puis il s'occupe de l'autre et il oublie qu'il est en train de travailler et après vous le voyez comme ça en train de rien faire. Vous lui dites, tu as terminé. Il peut dire oui ou bien c'est un seulement qui se dit oh, je n'ai pas encore terminé. Donc ils doivent être suivis en matière de concentration. Ils sont tellement distraits et ils ne finissent généralement pas ce qu'ils font. Vous devez, en tant qu'enseignant, supporter leur bavardage. C'est vrai, ils ont toujours leur nom sur la liste des bavards, mais il ne faut pas chaque fois leur en vouloir. Vous risquez de les dénaturer. Parce que c'est quelqu'un qui est peut-être programmé pour être journaliste, programmé pour être un agent commercial. Ne les dénaturez pas. C'est des enfants qui ne sont pas forcément propres dans leur cahier. Ils n'ont pas des cahiers propres parce qu'ils sont tellement excités dans la manière de faire les choses qu'ils barrent, tout ça. Et il faut les aider. Ce n'est pas la peine de les taper, mais juste leur dire que moi, je n'aime pas les ratures. Il faudrait lui dire 2, 3, 4, 5 fois, vous verrez qu'il va commencer par vouloir vous faire plaisir, puisque dans sa nature, il aime faire plaisir. Les sanguins sont des enfants difficiles
à éduquer, excusez-moi. Il y a des enfants qui sont très faciles à éduquer, mais ils sont difficiles à éduquer de par leurs émotions. Il y a des enfants, comme on l'a dit, qui sont impulsifs. Donc, ils font beaucoup d'erreurs. Je vais demander aux parents d'être un peu patients avec eux. Sinon, vous allez les taper en tout moment. Ils font beaucoup d'erreurs. Plutôt, profitez des erreurs pour leur inculquer des forces. Quand vous savez que l'enfant casse souvent les verres, montrez-lui comment on tient un verre. Et c'est des enfants à qui il ne faut pas dire va apprendre tes leçons et puis aller regarder la télé. 5 minutes après, il sera déjà démotivé. Tu dois revenir pour lui dire, tu as appris jusqu'où? Qu'est-ce que tu as appris? Quand tu le fais comme ça, tu verras qu'il pourra réussir brillamment. Puisque Dieu a mis en eux cette capacité d'être bon en tout. Ils ne sont pas des spécialistes, c'est des multipotentiels. Donc, ils sont très bons en tout. Quand ils font, par exemple, la série D, ben, ils réussissent tout. Histo, géo, maths, physique, ils les réussissent. Mais quand vous ne boostez pas leur estime de soi, c'est comme ça qu'ils vont tout rater. Et vous comprenez que ce serait problématique. Est-ce qu'on peut évoluer au niveau de l'enfant colérique? Oui. L'enfant colérique, c'est cet enfant-là qui est très responsable. J'ai dit que le sanguin a généralement des problèmes par rapport à l'éducation, mais le colérique, l'enfant colérique n'a pas de problème. C'est un enfant qui est responsable, un enfant qui est toujours dans les actions. Quand vous demandez à un enfant colérique d'aller apprendre, il ira apprendre et il va apprendre comme cela se doit. C'est-à-dire, il prend les consignes en mots et les met en exécution. C'est ça sa nature. Dieu lui a donné la capacité de faire et de bien faire. Au fait, on l'a donné à tout le monde. Mais pour eux, c'est tellement inné qu'ils n'ont pas de problème. Généralement, c'est des enfants qui réussissent beaucoup à l'école et qui sont les premiers de classe. Donc, comme tel, un enfant qui réussit bien, à qui vous demandez de faire quelque chose et qui le fait bien, est-ce que vous allez courir après cet enfant? Non, vous n'allez pas courir après cet enfant. Vous serez toujours là en train de l'apprécier. C'est un enfant dont les parents très tôt sont fiers. Il faut la fierté de leurs parents parce que quand ils raisonnent comme de grandes personnes. Ce qui fait qu'on se dit, ah lui il est bon. Et on le laisse, on ne l'éduque plus. Malheureusement, c'est des enfants après leur diplôme qui ont des problèmes relationnels. Des problèmes avec leurs collègues, des problèmes avec leurs chefs, des problèmes avec leurs conjoints parce qu'on ne leur a pas appris à être humbles. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils sont déjà au top. Maintenant, il faut les amener au fait qu'ils doivent aussi considérer ceux qui ne sont pas comme eux. On leur a toujours dit aux autres enfants, par exemple, que vous devez faire comme votre frère. Donc, ils pensent qu'il n'a rien à changer en lui. Malheureusement, c'est des gens qui ont des problèmes moraux quand ils grandissent et les diplômes ne leur servent plus à rien. Or, les diplômes sont là pour qu'on en fasse usage et qu'on en bénéficie. Que je devienne docteur et que je ne peux plus bénéficier de mon diplôme parce que je n'arrive pas à avoir une bonne relation avec mon chef. Je n'arrive pas à gérer tout ce qui est autour de moi. Je les prends pour des va-nu-pieds et ceux-là aussi me font voir le pire parce qu'ils doivent réagir quand vous traitez un adulte de n'importe quoi, cet adulte réagira certainement. C'est comme ça que votre femme, un jour, ne voudra pas être soumise à vous. Et c'est là où les problèmes commencent avec les colériques. Donc, je voulais dire que quand ils sont enfants, ils n'ont pas trop de problèmes. Et c'est là le piège. Oui. Pourquoi vous avez dit que leur diplôme ne leur servira plus à rien? Oui, parce qu'ils n'ont pas de notion de relation. En matière de relation, ils sont nuls. Ils ne savent pas comment considérer l'autre, comment accepter les faiblesses des autres, puisqu'ils pensent que les autres sont faibles sciemment. Ils font exprès. Un collègue qui ne fait pas comme lui, il commence par mépriser le collègue et maintenant les relations se cassent autour de lui. Quand vous avez un enfant colérique, ce qu'il fait souvent, c'est de donner son avis et de tout faire pour que tout le monde fasse ce qu'il veut. Quand vous voulez faire une activité, allez par exemple à une crèmerie, lui, il vous démontrera que la crèmerie où vous voulez aller n'est pas propice et qu'il faille aller ailleurs. Et quand il va raisonner, vous allez croire, parce qu'il raisonne effectivement, et vous faites toujours ce qu'il veut. Donc, c'est cet enfant-là qui vous tient par le nez dans
la maison. Donc, il s'impose et il s'impose à vous. Et il peut aller jusqu'à vous montrer que vous n'êtes pas à la hauteur en tant que parent et c'est lui qui décide si vous ne faites pas attention et que vous ne lui montrez pas qu'il a aussi des faiblesses et que vous n'êtes pas là pour faire forcément ce qu'il dit. Ma foi, quand il grandira, il ne sera pas une personne vivable en matière de relations. Un enfant colérique à l'école, comment les éducateurs, les enseignants doivent s'y prendre pour pouvoir bien terminer avec lui? D'abord, à l'école, ils n'ont pas de problème. C'est les premiers de classe. Ce sont ceux-là en qui les enseignants ont confiance parce qu'ils ont les meilleures notes, surtout en sciences, c'est-à-dire en mathématiques, physique, etc. Ils ont les meilleures notes puisqu'ils arrivent à bien raisonner. Donc en classe, plutôt, ce sont eux qui sont des majors, ce sont eux qu'on met en avant, que l'enseignant a tendance à mettre en avant puisqu'ils donnent les meilleures réponses. Donc l'enseignant doit aider cet enfant-là, malgré ses compétences, malgré ses capacités intellectuelles, on doit l'aider à acquérir de l'humilité. Moi, je dis souvent, s'il est premier au premier trimestre, premier au second trimestre et qu'il est toujours le major, qu'il ne soit pas forcément le major jusqu'à la fin. Et il faudrait qu'on le surveille parce que généralement, il a des propos humiliants à l'égard des autres. Donc ce qu'il faut, c'est le surveiller et lui dire attention, il faut avoir du respect pour les autres, il faut considérer les autres. Souvent, ils ont des crises de rage, c'est-à-dire quand ils se fâchent, ils doivent taper, ils doivent se battre. Donc vous comprenez que leur défi est plus moral qu'intellectuel. Et donc il faut le surveiller. Non, tu ne dois pas te battre. Quand tu as des problèmes avec quelqu'un, viens me le dire pour qu'on le règle. Puisqu'il n'aime pas la délibération. Il sait que quand il va venir vers le maître va essayer de régler ça de façon amiable. Comme lui, de nature, il doit se venger. Il préfère aller à l'acte avant que l'enseignant le sache. Donc il n'a pas trop de problèmes sur le plan pédagogique, intellectuel, pas du tout généralement, si c'est un bon sang et colérique, mais ils ont tellement de défis moraux qu'il faut les amener à l'humilité, à la gestion de leur crise de colère, à la gestion de leur vengeance, c'est-à-dire ils aiment trop se venger, et à la tolérance. C'est tout ce dont ils ont besoin. C'est tellement, ça paraît simple, mais ce n'est pas anodin pour eux, c'est tellement important. Ils en ont besoin pour pouvoir jouir de la vie quand ils seront adultes. Et un enfant mélancolique? Un enfant mélancolique, c'est un enfant calme, que nous appelons souvent timide. C'est des enfants qui aiment être isolés. Ils aiment être isolés eux-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un qui les isole, mais ils sont très à l'aise quand ils sont quelque part où il y a le calme. Donc eux-mêmes aiment s'interner, rester quelque part et ne pas être en public. Donc c'est des enfants que généralement les parents oublient d'ailleurs. C'est-à-dire vous êtes là de 7h à 8h, si vous ne faites pas attention, vous n'allez même pas demander d'après lui parce qu'il est là au calme. Il est là au calme parce que c'est des enfants qui n'aiment pas être blessés. Ils sont hypersensibles. Tout les blesse. Un regard peut les blesser. Une phrase peut les blesser. Un mot peut les blesser. Et ils se sentent eux-mêmes vulnérables. Donc pour eux, sortir, c'est s'exposer aux blessures, s'exposer à la méchanceté des autres. Ils n'aiment pas aussi parler, ils n'aiment pas intervenir dans les discussions. Mais quand vous leur posez des questions, quand même, ils répondent. Généralement, ils sont calmes. Eux aussi n'ont pas trop de problèmes d'éducation avec les parents. Ils n'ont pas trop de problèmes d'éducation avec les parents, ni les enseignants, puisqu'ils aiment respecter les consignes comme cela se doit. Quand vous leur dites « balaie-moi ici », ils vont le faire. Ils sont soumis de nature. Ils ont aussi des besoins. Quand vous avez un enfant comme ça, le besoin de cet enfant, c'est l'assainissement de son environnement. Ne le provoquez pas. Ne lui faites pas du mal, ne lui dites pas des mots blessants. Et aussi, il a besoin d'un environnement
propre. Généralement, quand ils sont quelque part où il n'y a pas la propreté, il y a beaucoup de saleté, etc., ils développent l'allergie et développent l'asthme. Des fois, leur crise d'asthme, c'est pour vous dire que il ne supporte pas son environnement. Peut-être qu'il y a les querelles, il y a les bagarres, ou peut-être qu'il y a la saleté, ou peut-être qu'il y a un manque. Généralement, ce sont eux qui développent cette maladie. En tant que mère, en tant que conseillère pédagogique, est-ce que tout ce que vous dites sur les enfants, à partir de leurs différents tempéraments, vous constatez que les gens maîtrisent tout cela dans leur vécu quotidien au niveau de l'enseignement? Non, pas du tout. Pas du tout. S'il y avait cela, on n'allait pas chaque fois taper les enfants, les ruer de coups, non. Quand vous êtes devant un enfant et que vous lui dites de faire quelque chose que l'enfant n'arrive pas, si vous comprenez que c'est lié à son tempérament, ce que vous devez faire normalement, c'est régler le problème au lieu de lui en vouloir. Donc ceux qui en veulent aux enfants, ceux qui maltraitent les enfants, c'est des gens qui n'ont rien compris par rapport au tempérament. Je donne juste un exemple. Je viens de parler d'un enfant colérique. Vous savez, les enfants colériques, je vous ai dit qu'ils sont responsables, mais ils sont aussi jusqu'au boutiste. Donc vous avez un enfant colérique, quand vous lui dites, par exemple, il est en train de regarder un dessin animé ou bien un film, si c'est un adulte, un adolescent, et vous lui dites d'aller faire quelque chose, s'il ne finit pas le film, il ne pourra pas faire la chose. C'est compliqué. Donc, juste le fait d'éteindre la télé pour faire ce que vous avez dit est tellement difficile pour lui que vous allez le prendre pour un enfant rebelle. Un enfant qui est irrespectueux. Juste parce que je connais son tempérament, je peux dire, après avoir fini la lessive, va m'acheter ceci. Et vous verrez qu'il viendra lui-même étant responsable. Maman, j'ai fini. Mais quand je dis laisse la lessive et va m'acheter la chose, il peut me dire je n'ai pas fini la lessive et c'est là où commencent les guerres. Ne pas connaître les tempéraments des enfants, c'est instaurer une guerre sans fin qui n'est bénéfique à personne. Donc, autant connaître le tempérament de mon enfant et essayer de le comprendre par rapport à son tempérament et pouvoir le supporter tel qu'il est afin qu'il puisse faire sortir tout son potentiel et devenir un enfant excellent. Oui, quels sont alors les défis de cet enfant mélancolique? Les défis de l'enfant mélancolique, c'est de l'amener à être social. Si vous ne sortez pas cette timidité de cet enfant, il ne pourra pas être serviable ou bien utile à la société. Imaginez quelqu'un qui a son doctorat mais qui ne peut même pas sortir pour faire une présentation. Et Monsieur Kondo, vous connaissez beaucoup de gens qui voudraient bien être avec vous mais qui ont du mal à communiquer ce qu'ils ont. Alors, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont rien, mais ils en ont, mais ils ont du mal à le communiquer. Et je crois que ne pas aider l'enfant à devenir social en l'encourageant à sortir petit à petit. Un enfant comme ça dans une classe, vous l'amenez à faire un exposé, vous le faites sciemment. Vous savez qu'il ne parle pas et vous lui dites, comme vous êtes l'enseignant, il va le faire. À partir de ce jour, il peut se défaire de cette peur, l'agoraphobie, la peur d'être devant les gens. Donc, c'est l'un des défis. L'autre défi, c'est des enfants qui aiment ressasser beaucoup de choses, c'est-à-dire que vous avez votre enfant, vous l'avez grondé juste tout de suite, au lieu d'accepter les reproches, il rentre dans sa chambre, commence par ressasser. C'est comme ça que maman m'avait grondé, c'est comme ça donc maman ne m'aime pas, et il commence par développer des idées noires. C'est des enfants qui en ont toujours contre les gens. C'est comme ça qu'un jour il te dira, quand j'avais 5 ans tu m'as tapé, quand j'avais 8 ans tu m'as dit que je n'étais pas belle, etc. etc. Les aider à ne pas trop être dans les idées. L'autre défi, à l'école, ils préfèrent les matières littéraires. Ils préfèrent les matières littéraires et ils sont à l'aise là-dedans puisque eux-mêmes ils aiment faire des productions à leur tête, donc ils arrivent à l'écrire facilement. Et tout ce qu'ils n'arrivent pas à dire et à énoncer, ils arrivent à l'écrire aisément. Donc ils sont souvent dans les productions d'écrits, etc. Mais on devra les aider à sortir pour pouvoir raisonner. Ne pas être des bénis oui. Donc pouvoir expliquer, analyser et expliquer les choses, c'est là où il faut les aider. Et déjà très tôt avoir un répétiteur dans les matières scientifiques pour qu'il puisse s'en sortir dans ce domaine. Que l'enseignant comprenne qu'il a le droit de l'aider
à pouvoir sortir de la timidité. Parce que l'enfant passe beaucoup de temps avec vous. Dites-lui de temps en temps, posez-lui les questions. Ce n'est pas parce qu'il ne lève pas le doigt qu'il va passer toute l'année sans qu'on ne le désigne. Et ça leur arrive malheureusement. On ne les désigne pas. Et c'est des enfants qui ont après des fois des problèmes de langage, puisqu'ils n'ont pas eu l'attitude de beaucoup parler en classe ni à la maison. Donc, faites-leur parler pour qu'ils puissent s'exercer en matière d'expression. Sinon, ils auront cette compétence en expression écrite, mais en expression orale, ce sera toujours des hésitations, la peur d'agir. Et parlant d'action, il manque d'audace, les enfants mélancoliques. Ils manquent d'audace. Par exemple, le sanguin, lui... Quand vous parlez d'audace, vous parlez de quoi? C'est-à-dire, il faut toujours les amener à agir. Eux-mêmes, ils ne se lèvent pas pour faire quelque chose. C'est rare de voir, par exemple, un adolescent mélancolique se lever et aller à la cuisine préparer. Alors, il attend que tu lui dises d'aller à la cuisine. Tu lui dises de faire la lessive, qu'on lui donne des ordres. Il faut un moment que vous l'aidiez à lui-même prendre sa vie en charge. Surtout qu'il aime l'ordre, etc. Donc dites-lui de faire, au lieu peut-être de demander à ce que la tata ou la bonne le lui fasse, lui, il a besoin qu'on l'aide à faire des choses. Et ce n'est pas autant facile pour eux. C'est pour ça qu'il faut le faire. J'apprécie les écoles où il y a les activités culturelles. Vous savez, au cours de ces activités culturelles, vous amenez ceux-là qui n'arriveront peut-être pas à faire quelque chose à le faire. C'est que le sanguin, lui, il sera très bon en théâtre puisqu'il parle déjà. Mais je peux demander aux mélancoliques de faire le théâtre parce que c'est le directeur qui l'a dit. Il va s'essayer, même s'il n'y arrive pas comme cela se doit. Le fait de l'avoir fait une fois peut lui donner le courage de le faire une autre fois et de répétition en répétition. Vous le savez, c'est les habitudes qui s'installent et cet enfant timide au départ peut devenir un enfant qui peut s'exprimer. Un parent ou un enseignant qui ignore ces différents tempéraments qu'un enfant peut être porteur et qui dit « moi j'éduque mes enfants de la même manière ». C'est très suicidaire. C'est très suicidaire, ne serait-ce que même nos enfants à la maison. C'est très suicidaire que de vouloir les éduquer de la même manière. Ça ne marchera pas d'ailleurs. Supposons que vous êtes quelqu'un qui aimait encourager, booster l'estime de soi. Mais le colérique n'en a pas besoin. Et si vous le lui faites, c'est comme si vous ne faites rien. Par contre, le mélancolique en a tellement besoin, et de même que le sanguin. Donc, utiliser des mêmes façons de faire pour pouvoir gérer les enfants, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut plutôt comprendre que quand je suis avec mon enfant sanguin, il a besoin plutôt que je le mette à l'aise de par mes relations, mes touchés, mes bonnes paroles. Et le colérique a juste besoin d'action, que je le mette devant des grands défis pour qu'il puisse se voir capable, alors que le mélancolique a des fois besoin de calme, a besoin juste d'un peu d'isolement pour se ressourcer et venir donner ce qu'il a. Donc, avec un peu de patience, sans le comparer, il pourra s'en sortir et c'est ce que les maîtres doivent faire. Cet enfant, je n'ai pas besoin de le taper parce qu'il sort trop. Je veux plutôt l'aider à pouvoir se retenir. Cet enfant, je ne vais pas le taper parce qu'il ne réagit pas en classe et l'insulter et lui dire qu'il est idiot, mais je vais plutôt l'aider à pouvoir parler en classe. Cet enfant a besoin que je l'aide à pouvoir gérer ces crises de colère. Bon, et les enfants qui n'ont pas eu de soutien pour que tous ces défauts soient comblés, tous ces manquements soient redressés avant leur âge adulte, cela veut dire qu'ils vont traîner les tard jusqu'à l'âge adulte. D'abord, ça agit sur leur éducation. Un enfant qui n'est pas éduqué et respecté ou considéré selon son tempérament ne sort pas le meilleur de lui-même. C'est-à-dire que vous avez un enfant colérique, vous ne le respectez pas comme il se doit, au lieu qu'il soit un grand mathématicien, comme ils ont l'habitude d'être, c'est eux qui sont souvent en série C. Au lieu qu'ils soient des grands mathématiciens,
il ne va plus développer ce talent et puis il sera comme tout le monde, même moins que tout le monde. Quand je ne vais pas laisser mon enfant sanguin s'exprimer comme il se doit et que je voudrais qu'il soit plutôt timide, j'ai truqué au fait sa destinée et cet enfant ne donnera jamais le meilleur de lui-même. Et je vais croire que c'est l'enfant qui est le problème. Malheureusement, c'est les parents, c'est les enseignants qui sont les problèmes pour l'enfant. Beaucoup d'enfants devaient être autre chose que ce qu'ils sont, mais parce qu'on ne les a pas traités selon les tempéraments, ça a créé des soucis. Une adolescente sanguine, c'est des enfants très difficiles. Vous imaginez votre fille qui veut s'habiller n'importe comment, votre fille qui veut sortir, quand on parle de boîte de nuit, vous la voyez là-bas, mais quel parent peut supporter cela? Alors que quand vous annihilez aussi ce besoin de s'exprimer, d'avoir des amis, d'avoir des relations, c'est fini, l'enfant devient abruti. C'est un peu délicat. Il y a certains tempéraments qui sont propices à l'éducation. D'autres, il faut faire violence vous-même en tant que parent sur vous-même pour pouvoir arriver à bout. Une telle fille, déjà à 13 à 14, elle va vouloir sortir. Pas forcément pour faire des bêtises. C'est ce qu'on ne comprend pas. Des fois, on pense que quand elle sort, elle traîne avec les garçons, c'est pour faire du mal. Non, c'est pour satisfaire à ce besoin d'amitié qui est inné en elle. Mais si on l'apprenait, si on lui parlait, si on lui disait attention, quand toi tu vas tomber enceinte, le garçon lui va continuer ses études. Toi, tu ne vas pas continuer tes études. Quand on lui donne les conséquences néfastes de ses actes, je crois que petit à petit, elle va comprendre que ah, attention, mes parents veulent le bien pour moi. Quand je lui dis, quand tu portes des culottes, des petites culottes, tu sors, au fait, tu excites les garçons et ils ont juste besoin de te violer. Elle comprendra. Madame Agbo, en tant que conseiller pédagogique, comment vous prenez devant vos enseignants quand vous êtes dans les classes? Généralement, moi, je profite de toute occasion avec chaque enseignant pour faire un coaching à chaque fois. Parce que quand je suis en classe avec l'enseignant, je vois cet art. Au fait, cet art rejaillit sur sa prestation. Quand je suis là et puis je constate un enseignant qui est très allergique aux enfants qui parlent beaucoup, très allergique aux enfants qui n'en parlent pas, et chaque fois il est là à se battre contre le tempérament des enfants. Au lieu d'en vouloir, généralement, les enseignants peuvent témoigner. Je l'appelle et puis je passe au moins une quinzaine ou trentaine de minutes pour lui parler des tempéraments et je fais une délivrance systématique. La personne se dit, je comprends pourquoi lui il a son cahier trop sale, je comprends pourquoi lui il ne finit jamais de copier ses leçons. Oh, là c'était des tas, surtout au collège, ils deviennent chiants, excusez-moi le terme, avec leur tempérament. Waouh! Et là, vous risquez de vous battre avec eux sans trouver des solutions. Mais quand vous comprenez qu'à chaque tempérament, un comportement, vous arrivez à être plus équilibré. Lors des formations, nous avons des formations que nous faisons avec les enseignants. Je profitais pour donner quelques notions de tempérament, pour les amener à comprendre que les enfants ne sont pas vos ennemis, c'est juste les tempéraments qu'ils traînent. Et c'est dans cette optique que j'ai écrit le livre « Mieux se connaître les tempéraments » que vous connaissez, monsieur. Si quelqu'un le veut, la personne pourra m'appeler pour que je voie comment lui envoyer cela. Et ça délivre, mes chers, ça délivre et les parents, et les conjoints, et les enseignants, et ça rend le travail plus aisé à l'enseignant, parce que ce n'est pas facile de gérer 4 tempéraments à la maison, et imaginez, lui, il a beaucoup d'enfants qui ont ce tempérament qu'il doit gérer, c'est compliqué. Il faut avoir une petite notion de psychologie pour s'en sortir. Les enfants flegmatiques. Les enfants flegmatiques, c'est les enfants qui sont aussi calmes, mais pas timides. Voilà. C'est-à-dire que les mélancoliques sont calmes et asociaux. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas être en société. Par contre, les flegmatiques sont calmes mais aiment néanmoins la société. Même s'ils ne parlent pas, ils ne disent rien, ils aiment la société. Et leur marque, c'est la lenteur. Vous avez un enfant flegmatique, pardon. Il sera un enfant très lent, et ça dérange énormément les parents. Un enfant qui ne peut lui-même pas se lever,
Un enfant qui ne peut pas se lever lui-même le matin, jusqu'en 5e, 4e, 3e, vous devez chaque fois réveiller, ça fait mal. Un enfant à qui vous demandez de laver les assiettes, qui va faire 1 heure de temps, ça fait mal. Un enfant qui marche de façon nonchalante, alors que vous avez l'enfant de votre voisin qui lui, est très actif. Des fois, c'est très frustrant. Ce qui fait que les enfants flegmatiques ont une enfance difficile. De même que les parents des enfants flegmatiques. Ils ont du mal à gérer ces enfants. Le problème est que quand vous n'acceptez pas leur tempérament et que vous voulez user par la force, ils deviennent têtus et c'est là où c'est gâté. C'est-à-dire, vous dites tout, ils ne font plus. Ils deviennent rebelles de nature d'une façon là. Vous allez vous demander, mais est-ce que c'est moi qui ai mis au monde cet enfant? Non, c'est son tempérament, papa, maman. Je vous en supplie, ne les tapez pas. Si vous les tapez, vous allez les abrutir de la pire de manière et vous n'allez plus les récupérer. Leur lenteur est innée. Ils ne feront jamais comme les autres jusqu'à ce que vous, parents, enseignants, vous l'aidiez à pouvoir prendre le train en marche. Vous imaginez un élève flegmatique en classe, il finit jamais de copier ses leçons. Jamais. Il finit jamais les devoirs. Quand les gens finissent, ils finissent le point 1, 2, 3, 4, 5, il est au point 2. Mais est-ce qu'il faille le laisser dans cet état ou bien qu'on se tienne devant lui et qu'on l'encourage? Tu as fini le 2, maintenant fais le 3. Fais vite, et il se sentira comment? Accompagné. Eux, ils ont besoin d'accompagnement systématique comme les sanguins. Les deux autres, colériques et mélancoliques, n'ont pas tant besoin d'accompagnement. Même à ces gens-là, il ne faut même pas prendre de répétiteurs. Il faut juste leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais les deux autres, je crois qu'ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de répétiteurs. Ils ont besoin de personnes externes pour pouvoir s'en sortir. Ce n'est pas une joie pour eux aussi de ne pas finir les choses. Moi, j'ai vu un enfant qui n'a jamais fini ses leçons jusqu'à la fin de l'année. En fin d'année, quand j'ai pris son cahier, il commençait et il ne finissait pas. Et j'en ai parlé à son enseignant. Il dit oui, il est comme ça. J'ai dit mais c'est à toi de l'aider. C'est ça l'utilité de ta présence. C'est d'être avec lui. Il dit si tu ne finis pas, tu ne sors pas. À force d'être toujours moqué par les gens, par rapport à sa lenteur, il se plante. À force d'être moqué tout le temps pour sa nonchalance, et lui-même, il se bloque. Et quand il se bloque, il ne regarde personne. C'est là où vous lui parlez, il n'écoute pas. Vous dites tout, il n'écoute pas. Vous les tapez, il vous regarde. Parce qu'il s'est dit, et moi, puisqu'il ne le fait pas sciemment, il n'en est pas l'auteur de ce manque. Il n'est pas l'auteur de ce manque. Donc vous comprenez que lui-même il est planté et vous le plantez dessus quoi. Et c'est là où on a des enfants qu'on tape tout le temps parce qu'on dit qu'il est têtu, il n'est pas obéissant. Non, c'est que vous ne faites pas la bonne chose pour l'aider. C'est des enfants que j'appelle généralement des enfants diesel. Un enfant flegmatique généralement ne réussit pas au CP1. Et comme les autres, c'est-à-dire brillamment, voilà. Ne réussit pas brillamment au CP1, puisqu'il a des défis. Ce défi de rapidité à régler avant de pouvoir atteindre le niveau des autres. Donc, ne demandez pas ce qu'il soit premier. Et il le sera. Quand vous l'aurez aidé, vous comprendrez que c'est un enfant hyper intelligent. Et au CM2, il sera même le premier du centre. Et ça va vous étonner. Qu'il a eu plus de peur que de mal. C'est des enfants qui ne sont pas magnanimes. Ils ne sont pas nés avec un esprit de grandeur. Tellement ils se voient faibles de par ce problème biologique, la lenteur, qu'ils pensent qu'eux, ils ne seront jamais à la hauteur de ceux qui sont premiers. Et là, c'est à vous de le booster. De lui dire qu'il est capable. De lui dire qu'il peut faire mieux. Quand le colérique a 15 et qu'il est deuxième, même quand il a 17, il est deuxième, il va pleurer parce qu'il n'est pas premier. Parce que l'esprit de grandeur, il l'a de façon innée. Mais quand mon cher enfant
flegmatique est 40e et qu'il passe en classe supérieure, vous verrez, il sera plus heureux que le premier de la classe. C'est-à-dire, il se dira, ah, moi aussi je suis parmi. Et si vous le laissez comme ça, c'est-à-dire, je ne dis pas de le forcer, vous le félicitez, vous l'encouragez, mais dites-lui qu'il peut faire mieux et à chaque fois qu'il comprenne qu'il peut être 30e, après il peut être 20e, après il peut être 10e et il peut être le premier de la classe. Si vous ne le faites pas, il va se contacter de ça. Il y a de ces personnes qui sont là, qui se contentent de cela. Ils ne sont pas des personnes décisives. La décision, c'est-à-dire l'esprit de décision, hein, la faculté de décider est nulle chez eux. C'est nul. Ce n'est même pas, ils n'ont pas 2%, ils n'ont pas 3%. Quitte à nous, les parents, les enseignants, de le lui inculquer. Vous avez un enfant flegmatique, tant que vous ne lui dites pas d'aller effacer les tableaux, il ne se levera jamais pour le faire. Donc il faut des moments où vous lui dites de faire des choses. Vous lui dites de choisir. Vous pouvez par exemple, un parent, déposer un bic rouge et dire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, quel bic t'intéresse. Il faut qu'il arrive à choisir. Sinon, tout ce que vous allez lui donner, il va en faire usage. Vous pouvez l'amener au marché, faire le choix entre les pagnes pour la fête. Au lieu de le lui donner, les autres pouvaient le leur donner, mais lui, il faut qu'il apprenne à choisir, à décider et à intervenir dans les activités. Puisqu'il n'a pas l'esprit d'entrepreneuriat. Non, il ne l'a pas. Et il ne l'aura jamais tant que quelqu'un ne l'aide en début de sa vie à pouvoir comprendre que quand on dit on veut faire la peinture de notre salon, que lui aussi soit capable de dire moi je pense qu'on doit le faire en bleu ciel. Sinon il sera toujours là. Il faut que vous lui posez des questions. Vous lui dites qu'est-ce que tu veux, comment tu penses faire ça, qu'il puisse raisonner. Quand vous pensez que l'enfant flegmatique est têtu, il n'est pas têtu. Je vous ai dit qu'il a un esprit diesel. Avant de faire tout, il raisonne. Chez lui, c'est le raisonnement qui importe. Quand il ne comprend pas quelque chose, il ne le fait pas. Quand vous lui dites de faire quelque chose, il va vous demander pourquoi. Quand vous lui dites d'aller acheter quelque chose, il va vous demander pour faire quoi. Quand vous lui répondez, il pourra comprendre pourquoi il fait les choses. Quand il ne comprend pas pourquoi il fait les choses, on lui dit de faire les choses, il ne fera pas. Vous lui dites d'aller en vacances chez votre frère, dites-lui, il va vous demander pourquoi. Vous lui dites, au fait, je voudrais que tu sois en bon terme avec ses enfants et que tu le connaisses mieux. Je voudrais que tu sortes aussi un peu. Quand vous êtes convaincant, il y va. Quand vous n'êtes pas convaincant, il va refuser de le faire. Ils sont un peu difficiles dès leur naissance. Les comprendre, répondre à leurs questions, à leur raisonnement, leur permet de mieux s'épanouir. Oui, puisque vous avez parlé de leur caractère de lenteur, caractéristique. Est-ce que par là, on peut conclure que la majeure partie des femmes sont flegmatiques? Parce que devant les hommes ont toujours dit que les femmes sont lentes. Généralement, si vous voulez connaître votre conjoint, observez-le avant le mariage. Vous allez constater qu'il y a une femme avant le mariage qui est toute excitée. Une femme qui est rapide, activiste. Vous le prenez, vous la faites rentrer dans votre foyer et vous constatez qu'elle devient lente. Vous avez agi. Il y a eu un pesanteur qui a agi. Donc toutes les femmes ne sont pas lentes, mais elles, des fois, se résignent devant le fait accompli. Tout dépend de la personne avec qui elles sont. Si elles sont lentes de nature, vous le serez avant le mariage. Elle sera une femme très lente qui va même de par sa démarche, qui ne va pas répondre vite aux questions, de par ses actions, la façon de tenir, vous verrez qu'elle est lente. Mais une femme qui n'est pas lente, qui devient lente, ça veut dire qu'il y a eu un pesanteur qui a agi dessus. Et il faut se poser la question, surtout le conjoint qui se plaint de cela doit se demander qu'est-ce que j'ai fait
pour la ramener à cet état? Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est résignée et qu'elle n'a plus ce goût de vivre? Bon, est-ce qu'on peut aussi dire que les enfants sanguins, Oui. colériques, mélancoliques, qui n'ont pas eu leur manquement corrigé un peu plus tôt, arriver au niveau de l'administration, ça peut avoir des répercussions au niveau du travail? Bien sûr, au niveau du travail, partout. Au niveau de toute relation, du travail, dans le couple, au niveau du travail, par exemple, vous allez avoir un sanguin qui ne pourra pas rester 1 heure de temps dans son bureau. Vous allez toujours dans son bureau, il n'est pas là, et c'est quelqu'un qui est impulsif, il se lève, il fait ça, ce que même vous ne lui avez pas demandé, avec un peu de désordre, et vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire avec cet employé? Là, c'est compliqué. Vous voyez un employé qui est là, qui ne parle pas, qui ne fait rien, qui est là. Si vous ne lui donnez pas du travail, il ne fait pas. Phlegmatique. Vous lui donnez du travail, il le fait bien et très bien, vous êtes content. Et puis après, vous vous dites, ah, comme je lui ai donné des consignes, lui-même il va le faire demain. Demain, il attend que vous lui dites encore de faire la même chose. Et ça devient fatigant. Mais quand vous pensez, vous avez une notion sur les tempéraments, c'est pourquoi je veux dire à ceux qui n'ont pas les livres, s'il vous plaît, faites-vous former vous-même. Vous allez mieux comprendre. Le temps qui nous est imparti touche déjà à sa fin. Pour conclure, en tant que parents et éducateurs, comment allons-nous prendre pour pouvoir gérer les tempéraments de nos différents enfants? Oui, en tant que parents éducateurs, d'abord, connaître les tempéraments. Les notions de tempérament allègent l'éducation. Et quand je connais le tempérament de mon enfant ou de mon apprenant, maintenant, il faut que je l'accepte. Une chose est de savoir que j'ai un enfant phlegmatique. Une autre chose est de l'accepter tel qu'il est, dans sa nonchalance. Et de le prendre comme mon enfant tel qu'il est. Et après ça, essayer de voir les tares qui sont liés à son tempérament et corriger ces tares au fil du temps. Et tôt nous commençons cette remédiation, tôt nous arrivons à un résultat. Maintenant, par rapport à ces qualités, nous devons agir sur ces qualités pour qu'il puisse avoir une confiance en soi. Un enfant qui sait qu'il écrit bien et que je le lui dis et que je l'encourage sera un bon calligraphe. Un enfant qui sait qu'il parle bien et que des fois quand il parle, je dis non, l'éloquence là, Dieu te l'a donné, j'aime ça, saura qu'au moins j'ai l'éloquence dans ma gibecière en attendant d'y ajouter d'autres compétences. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, soi-même s'informer par rapport au tempérament. Et après, accepter le tempérament de l'enfant, maintenant devenir le coach de l'enfant en agissant positivement sur les défauts et en boostant les qualités. Vous savez, quand vous boostez les qualités, l'enfant a une confiance en soi, une estime de soi et il donne le meilleur de lui-même. Les enfants qui sont intelligents, qui sont souvent les premiers de classe, c'est des enfants à qui on a boosté les qualités. Ils sont devenus très compétents. Maintenant, si vous vous tenez trop au défaut, vous risquez d'annihiler les qualités qui existaient. C'est-à-dire, à force de lui dire, toi tu ne sais pas, toi tu fais que ça, tu fais que des bêtises, tu n'es pas ça, l'enfant va comprendre qu'il est négatif et il ne va même pas se servir de ses qualités et vous aurez perdu comme ça votre enfant. Connaître son enfant, l'accepter tel qu'il est, l'aider à agir sur ses qualités, ses défauts le plus tôt possible. Quand il devient adolescent, malheureusement, c'est compliqué. Voilà, Madame Agbo Samé Aïma Chantal, merci pour avoir accepté notre invitation. Avant de vous laisser partir, si l'émission Idée, la prochaine fois, vous demandez de revenir, quelle sera votre réponse? Je suis même déjà là. Mais toi, nous sommes toujours contents d'être ici parce que nous apprenons des gens, des autres aussi qui viennent ici et nous-mêmes, nous partageons ce que nous savons avec les autres et vraiment cela c'est tout un plaisir. Merci à l'équipe, merci à la télévision pour cette émission. Monsieur Akakpo, réalisateur du jour, grâce à votre savoir-faire, vous, entouré des membres de votre équipe,
vous avez envoyé son et images à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre savoir-faire. Merci pour votre dévouement à côté de l'émission Idée. Chers téléspectateurs, c'est ainsi fini pour ce numéro de votre émission Idée de cette semaine. Nous allons nous retrouver la prochaine fois. D'ici là, bye bye.